Je vais peut-être te laisser lancer le débat pour la deuxième table ronde. Oui, je vais juste poser des questions. Vous avez, je crois, très bien décrit la problématique. Il y a une assez forte unanimité chez vous, il y a une unanimité pour dire qu'il faut continuer la recherche. Les potentialités thérapeutiques sont grandes, même si on n'y est pas aujourd'hui. Des techniques précédentes comme le thalène ont déjà un certain nombre de produits qui peuvent être utilisés, mais il y a des espoirs de développement d'un certain nombre de thérapies. Vous avez peu abordé la question, alors sans doute parce que vous pensez qu'il ne faut pas le faire, mais c'est des questions qui sont posées de thérapie sur des cellules germinales. Vous l'avez vaguement évoqué, mais très peu. Quant à Mme Streb, je voudrais juste dire deux choses sans polémiquer. On n'a pas fait une loi sur les embryons, on a fait une loi sur les cellules souches embryonnaires. Et on a modifié la possibilité de faire de recherche sur des cellules souches, de comprendre les premiers instants de la vie, de dire qu'à un moment donné, comme on fait, M. Rass l'a dit tout à l'heure, comme on fait des expériences sur des sujets sains et des expériences cliniques qui sont permises dans un certain nombre de cas, comme on peut en faire sur du post-mortem, on ne s'est pas interdit d'en faire sur des cellules souches au début de la vie. J'ai participé à ce débat qui a été, je crois, très intéressant, sur lequel le Parlement a donné son avis, et que ne pas faire des recettes. Donc on n'a pas travaillé sur des embryons, comme un certain nombre de choses, et c'est ce que me disait M. Bois tout à l'heure, ont été dites. On a reçu des photos d'embryons en disant, vous voyez, vous êtes en train de transformer. On n'a pas fait ça. On a aujourd'hui des embryons surnuméraires qui sont détruits de par la loi au bout de 5 ans, où on a des lignées de cellules souches cellulaires sur lesquelles on travaille. Donc je ne me reconnais pas dans un travail sur les embryons, et je pense que nous avons les mêmes préoccupations éthiques que celles qui ont pu être indiquées par un certain nombre d'entre vous. Je voulais juste le dire pour qu'il y ait un avis qui ne soit pas obligatoirement celui qui a été indiqué tout à l'heure. Jean-Yves évoquait, je vais vous donner la parole, Jean-Yves évoquait les cellules germinales. Moi, il y a une question qui depuis le début de nos auditions, c'est si un jour on arrive à modifier le gène d'une de ces maladies, M. Cotet, qui amène des enfants à mourir très jeunes et autres, et que M. Bicard a vaguement évoqué en disant il faudra se poser la question, vous qui réfléchissez à l'éthique et aux scientifiques, est-ce que l'on pourra continuer à dire non, on n'intervient pas sur ces cellules, alors que l'on sait qu'on pourra éviter que non seulement les enfants naissent, mais qu'ils transmettent aussi cette maladie à leurs enfants. C'est une interrogation que j'ai depuis un certain temps. Alors, monsieur Selam, alors vous allez me noter tous les noms. Alors, on va déjà commencer par les trois premiers. J'aurais plusieurs réflexions. La première, j'ai dit dans ma conclusion que le débat éthique ne devait pas être conduit sur des bases idéologiques. Je crois qu'on est en plein dans cette discussion-là. On peut très bien, et nous y sommes tout à fait disposés, discuter sur la dignité de l'embryon humain, bien évidemment, mais à condition que ce ne soit pas un débat unilatéral. Il faut aussi considérer la dignité de ces couples qui ont donné naissance à des enfants très lourdement dépendants, qui les ont accompagnés pendant des semaines et des mois dans des situations de dépendance et de détresse horribles. Ces enfants sont partis, souvent sont morts étouffés parce que leur respiration n'était plus, leur fonction vitale n'était plus là. Il faut aussi parler de la dignité de ces bébés. Donc voilà, le débat doit être un débat éthique, c'est-à-dire qu'il doit ne pas se limiter et être orienté, encore une fois, sur des bases idéologiques. En ce qui concerne la possibilité future, potentiellement thérapeutique, d'intervenir sur l'embryon à des fins de faire disparaître une mutation grave, létale, mortelle dans la descendance, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Mais tout débat éthique s'inscrit à un moment donné dans un état de développement des sciences, de la technologie,
des techniques. Le jour où les sciences, la technologie, les techniques apporteront avec une sécurité prouvée, rationnellement démontrée, la possibilité de le faire, je pense que le débat méritera d'être posé. Aujourd'hui, ce n'est pas envisageable compte tenu de tous les risques de off-target qui sont évoqués, mais demain, je crois que personne de rationnel ne peut dire il faudra de toute façon s'interdire ce débat. Il y aura un débat, il faudra l'ouvrir, de la même façon que, par exemple, aujourd'hui, il y a un autre débat qui est aussi un débat teinté de considérations éthiques qu'il va falloir ouvrir. Les nouvelles possibilités thérapeutiques sur certaines pathologies, par modification génétique, thérapie génique ou autre approche, apportent des potentialités de guérison ou d'amélioration. Il faut aussi accepter que le progrès thérapeutique ne soit pas, on ne passe pas de la maladie à la guérison totale. Le progrès thérapeutique avance par étapes progressives. Ce que je veux dire, c'est que ces approches sur le génome, la plupart du temps, il est démontré que plus elles sont appliquées précocement, plus elles sont efficaces. Il y a une fenêtre d'efficacité avant que la maladie ne se soit exprimée et ait fait les premiers dégâts, qui est très importante à prendre en considération. Ça veut dire que le criblage à la naissance des enfants susceptibles d'être touchés par telle ou telle pathologie grave va devenir une vraie question sociétale et également une question éthique. Aujourd'hui, on teste à la naissance un certain nombre de pathologies. On n'en teste pas beaucoup pour la raison que le fait de les connaître a priori jusqu'à présent n'emportait pas avec elle la possibilité d'une application thérapeutique. Cette chose-là va considérablement changer dans les années à venir. Donc ça veut dire que pour un très grand nombre de pathologies graves, invalidantes, quelquefois mortelles, la question de l'identification dès la naissance de la mutation qui concerne le bébé va devenir importante parce qu'il y aura un enjeu thérapeutique pour la qualité de vie de cet enfant. Donc je dirais qu'à chaque moment du développement de l'histoire des sciences et des techniques, il faut reposer le débat éthique. Merci. Je vais donner la parole donc aux trois premiers. Monsieur Laoubdia Selami. Non, moi je voulais faire une clarification sur recherche sur l'embryon et recherche en AMP, puisqu'on a parlé des recherches biomédicales. Il faut rappeler que effectivement, en 2013, au moment de la révision de la loi, qui a entraîné les autorisations avec dérogation, strictement encadré, excusez-moi, voilà, strictement encadré, il y avait le fait que recherche en AMP, effectivement, qui se passe au moment de la fécondation in vitro, je veux dire, sont maintenant du domaine de la recherche biomédicale et se ressort de la NSM. Il y avait eu en 2013 un problème au moment du vote de la loi qui a été récupéré par la suite. Et il est clair qu'il n'y a pas de modification du génome humain ou du patrimoine de l'embryon ou de quoi que ce soit. Ce sont simplement des recherches. Quand les techniques sont prouvées déjà au niveau international, elles peuvent être autorisées. Mais s'il y a des recherches qui sont demandées, elles passent dans le cadre des recherches biomédicales autorisées par la NSM après avis de l'Agence de la biomédecine. Donc il faut bien faire la distinction entre ce qui relève de la recherche de l'embryon et l'embryon n'est pas du tout réimplantable, ça c'est clair aujourd'hui, de ce qui relève de la recherche en AMP, parce qu'il y a souvent confusion entre les deux. Merci. Alors très brièvement, pour reprendre ce qui a été dit, notre position en tant que communauté scientifique, c'est d'autoriser la recherche sur les cellules germinales, mais pas à visée médicale. C'est exactement ce qu'on a dit dans notre tribune dans Le Monde. Après, nous en tant que scientifiques, on sera amenés à donner un avis sur la sécurité, la faisabilité, l'efficacité. Mais la décision se fera collégiale et pluridisciplinaire. C'est exactement notre position à l'heure actuelle. Madame Streb. Oui, merci. Je veux bien un tout petit complément.
Mon propos ne se situe pas évidemment sur la thérapie somatique et évidemment tout mettre en œuvre pour soigner un enfant, une personne malade, évidemment que nous l'encourageons et en tant que pharmacien encore plus. Mon propos se situait vraiment au niveau de la fabrication de l'embryon, voilà. Et si je reviens sur l'exemple de la FIV 3 par an, il faut quand même bien comprendre que là, on a soigné personne, on a fabriqué quelqu'un. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. L'embryon a été fabriqué de toutes pièces pour un... Eh bien, il est né au Mexique. Il a été fabriqué par le docteur Zhang, un scientifique américain, voilà, qui a un peu utilisé une famille qui traversait des difficultés par rapport à des maladies mitochondriales, qui souhaitait avoir un enfant en bonne santé, ce qui est légitime, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui a quelque part un peu utilisé, instrumentalisé ce cas dramatique et cette famille. Et l'enfant qui est né aujourd'hui, il a des mitochondries malades, il a pèse sur lui des questions énormes parce que l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire communiquent. Il y a un certain nombre d'informations qu'on ne connaît pas. Cette technique est extrêmement controversée et la santé de cet enfant pose question. Et pour répondre à la demande d'avoir un enfant sain, on a fabriqué un enfant à partir d'un embryon transgénique et on ne sait même pas s'il sera en bonne santé. Et là, je trouve que... Oui, vous l'avez... Voilà. On va donner... Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire juste en 3 secondes, c'est qu'on parle de faire des tests cliniques, etc. Mais un embryon qui va être... si ça arrive, et on peut quand même légitimement se poser la question. On parle du futur. Là, moi, je ne me situe pas au jour d'aujourd'hui franco-français. Hein, je réfléchis mondialement. Hein. Si un enfant est conçu comme ça avec une modification génétique qu'on prétendra maîtriser ou comprendre, il faut quand même voir que chaque embryon ainsi fabriqué sera totalement unique, son génome sera totalement unique. Je ne vois pas bien quel test clinique on pourra faire avant, puisqu'il y a l'épigénétique, les gènes interagissent entre eux. Il n'y aura pas de vérification au préalable. Chaque embryon, chaque enfant sera un test grandeur nature. Voilà. Il y avait le monsieur derrière vous, dont je ne vois pas le nom, excusez-moi. Si oui, vous pouvez donc vous présenter. mon nom est Didier Cornel, je suis coprésident de l'association HEALS, Healthy Life Extension Society. Je ne suis pas français mais belge, mais je me soigne. J'ai écouté avec une grande attention et un grand intérêt le débat jusqu'ici. Je m'étonne cependant que le changement de paradigme qui se produit dans certains lieux et particulièrement aux États-Unis ne soit pas du tout abordé. Certains d'entre vous savent qu'en Californie, la Chan Zuckerberg Initiative a annoncé un projet un peu démesuré avec un investissement de 3 milliards de dollars de mettre fin à l'ensemble des maladies. Vous savez aussi que aujourd'hui, dans un pays comme la France ou comme les États-Unis, c'est 90% des décès qui sont dus aux maladies liées au vieillissement, et donc dans une optique de droit de l'homme qui est particulièrement importante pour beaucoup de gens ici. Dans une optique de droit de l'homme, la question la plus importante, c'est évidemment comment permettre à ces femmes et aux hommes qui meurent aujourd'hui de maladies liées au vieillissement de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Et ma question par rapport à M. Schneeweiss, dont j'apprécie beaucoup les interventions, ma question c'est, est-ce qu'il pense qu'un projet type projet Manhattan ou type Human Brain Project est envisageable dans le domaine des maladies liées au vieillissement en France et plus largement en Europe, là où les investissements dans ce domaine sont plus des investissements publics qu'ailleurs dans le monde, où c'est des investissements privés et où donc s'annonce le risque un jour d'avoir des thérapies, notamment des thérapies géniques, accessibles seulement, enfin, ou principalement aux personnes les plus aisées. Merci. Alors, la réponse est assez simple dans la mesure où une des 3 actions prioritaires de l'INSERM est dirigée vers les maladies du vieillissement. Et il faut souligner ici encore que, comme l'a souligné M. Simard, l'approche ne peut être que plurifactorielle, au sens où la biologie et la biologie de la personne humaine est une des composantes du vieillissement, vous le savez bien, mais les composantes d'environnement, les composantes d'alimentation, les composantes de mode de vie sont aussi des composantes. Donc c'est une approche plurielle qui devra être tenue. Pour les questions d'intervention sur le génome, j'ai mentionné déjà les notes de l'INSERM, mais pour les questions de l'embryon,
Nous avons déjà publié plusieurs notes du comité d'éthique. Je crois que chaque année, nous publions sur la recherche sur l'embryon. En discussion avec les agences réglementaires, parce que la recherche, comme l'a souligné monsieur Laou Abdial tout à l'heure, 4 autorisations en France, alors que si on prend la Belgique, il y a 25 autorisations de recherche sur l'embryon. Ça souligne aussi des difficultés, parce que la communauté scientifique française est quand même probablement plus large, sans aucune échelle, mais plus large que la communauté belge. Donc il y a encore des limitations et il y a de tellement nombreuses questions qui sont posées sur la biologie humaine au premier stade de la vie. Et cette biologie humaine, elle ne se limite pas à la génétique. Un gène, on n'a jamais vu un gène hors de son environnement, on n'a jamais vu un gène s'exprimer sans interaction avec d'autres gènes. Ce dont nous parlons depuis ce matin, avec l'intervention de type édition du génome ou de type ingénierie ciblée, qui est effectivement la bonne formulation, c'est la modification d'une base d'un acide nucléique ou la modification de l'expression d'un gène. Mais dans une biologie des systèmes, nous avons non seulement 22 000 gènes dans l'espèce humaine, mais ça ne représente que 6% de l'ADN et une grande partie du reste de notre ADN sert à quelque chose. Donc nous avons tellement de choses à comprendre qu'il faut encourager la recherche cognitive, la recherche pour comprendre dans nos laboratoires, encadrés comme cela a été dit. Et peut-être certaines de ces recherches pourront éradiquer certaines maladies dramatiques. Qui me dira au nom de la dignité humaine qu'il faut laisser naître un enfant atteint de la maladie de Huntington ou un enfant atteint de mucoviscidose. Il ne s'agit en rien de stigmatiser les patients qui sont atteints de ces maladies, mais si demain nous pouvions imaginer pouvoir débarrasser l'humanité de ces maladies dramatiques, au nom de quel principe, au nom de quelle histoire de l'humanité nous nous interdirions-nous de supprimer ces maladies? Depuis que l'homme existe, l'objectif a été de lutter contre la souffrance, a été de lutter contre ce qui diminue la dignité humaine par la maladie. Nous continuons cette histoire de l'humanité. Merci beaucoup.